Du coup, bonjour à tous. Bienvenue donc dans ce webinaire du projet Bio for Human. Le but de ce webinaire, c'est de parler des impacts environnementaux des organisations humanitaires et comment les réduire grâce aux matériaux biosourcés. Donc aujourd'hui, on a ici donc moi-même Carolina Zablewski de WeLoop. Donc je travaille fortement dans le Work Package 5 de ces projets européens qui est donc dédié à l'analyse du cycle de vie. Et je suis conjointement avec Perrine qui travaille aussi chez WeLoop et qui travaille avec moi donc dans cette partie de l'analyse du cycle de vie. Pendant ce webinaire, donc si vous voulez donc partager, si vous avez des questions ou des interactions, vous n'hésitez pas, vous pouvez activer votre micro et la caméra aussi pour prendre la parole. La réunion est enregistrée, comme je vous ai dit, donc au début du webinaire, et nous pourrons aussi par la suite diffuser en direct dans notre site web du projet européen. Pour les questions, donc vous pouvez les poser à tout moment dans les chats et elles seront répondues au fur et à mesure lors de la présentation. Comme je vous ai dit, donc après l'événement, on pourra les rendre disponibles l'enregistrement sur notre site web et n'hésitez pas donc à vous connecter sur nos réseaux sociaux du projet Bio for Human. Ah, il y a pour un peu les sommaires de webinaire, donc on va vous parler un petit peu du projet européen Bio for Human. Je pense que vous avez déjà entendu parler, une petite introduction. Euh, Ensuite, nous allons parler un peu du PLA et l'impact environnemental. Donc, les PLA, c'est une des sources plastiques biosourcées qu'on utilise les plus. euh, pour les solutions que nous avons identifiées dans le projet Bio for Human. Ensuite, on va parler un peu d'une analyse géographique et comment, en fait, cette matière elle peut avoir un impact qui est différent en fonction d'où elle est fabriquée et aussi utilisée. On va aussi vous présenter un peu les cas d'études sur des sachets euh, donc qui pourraient voir une solution qui contient une partie du PLA et donc des conclusions et des questions-réponses par la suite. Donc, qu'est-ce qui est un matériau biosourcé? Donc, aujourd'hui, on parle on parle beaucoup de matériaux biosourcés. Donc, matériaux biosourcés, ça va être un matériau qui vient donc de l'agriculture, qui vient donc des origines agricoles. On peut avoir aussi des matériaux donc, qui viennent par exemple du bois et on va venir les comparer dans le cadre du projet avec des matériaux pétrosourcés donc, qui sont par exemple les plastiques comme on les connaît aujourd'hui. Et une question qu'on s'est posée et on aimerait bien avoir aussi votre interaction, c'est est-ce que vous avez déjà utilisé un produit ou un emballage, par exemple, biosourcé, et pourquoi vous avez choisi cette solution? Est-ce qu'il y a eu des contraintes de votre côté? Comment vous avez senti est-ce que vous avez vu plutôt comme une contente ou c'était quelque chose qui était naturel du point de vue d'un fournisseur, par exemple? Est-ce que vous avez des échanges à nous partager là-dessus? Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer un petit peu comment ces matériaux biosourcés ils pourraient intégrer la chaîne de valeur des aides humanitaires euh, et comment on pourrait l'intégrer facilement, donc l'utiliser dans votre procurement pour les aides humanitaires. Et est-ce que ça va être une contrainte? Est-ce que ça va être facilement utilisable? C'est ça qu'on essaye de régler dans le cadre du projet. Je vois des messages qui apparaissent sous la conversation. Euh, donc, il y a Serge qui dit que dans son environnement immédiat, il n'y a pas eu d'accès direct.
Donc, n'hésitez pas aussi au fil de webinaire si vous avez envie de partager un peu votre retour sur ces sujets. Donc, la deuxième question qu'on se pose, c'est quels seraient les avantages pour vous et quels seraient les inconvénients d'un produit biosourcé par rapport à un produit pétrosourcé? Donc, on sait aujourd'hui, la problématique des aides humanitaires, c'est vraiment le timing, le temps d'approvisionnement. Donc, est-ce qu'on pourrait faire, entre guillemets, une comparaison à même usage du point de vue d'un matériau pétrosourcé? Donc, n'hésitez pas à partager vos commentaires directement sur la conversation, mais aussi si vous avez envie donc de prendre la parole dans les cas de webinaire. Donc, je vais intégrer un petit peu. Ah oui, je vois Serge parler d'avantages dégradables facilement. Oui, exactement. Donc, on va parler un petit peu de ce sujet aussi dans le cadre du projet. Donc, je vais vous présenter rapidement une introduction du projet Biofuel Human. Donc, c'est un projet européen, hein, financé Horizon Europe, euh, donc les noms du projet en anglais, c'est identifier les solutions biosourcées pour les traitements de déchets applicables au secteur humanitaire. Donc, c'est un projet qui a une durée de 30 mois, qui a démarré en janvier 2024 et qui normalement se finalise en juin 2026. On a 10 partenaires avec une approche multi-acteurs. Comme vous pouvez voir ici, donc on a vraiment des centres de recherche comme ITENE ou place. On a aussi les aides humanitaires qui sont aussi ici présentes aujourd'hui, PIN et PA. On a aussi donc Inspire qui est notre coordinateur du projet, l'Université de Cantabria, ProCivis et un ensemble de partenaires qui nous aident aussi donc à trouver des solutions pour réduire les déchets du secteur humanitaire en utilisant des solutions biosourcées. Donc, les objectifs du projet, c'est vraiment d'évaluer dans quelle mesure les solutions technologiques innovantes et les matériaux biosourcés, ils peuvent être appliqués dans le contexte humanitaire. Donc, tout d'abord, on a défini et répertorié les besoins du secteur. Donc, c'était une des premières étapes de notre projet. Euh, pour ensuite évaluer l'étendue des différentes solutions d'origine biologique disponibles. Donc, ça, on a aussi commencé à faire cette évaluation et on est en train de donc partir sur une analyse plus approfondie au fur et à mesure. Essaye de... et à partir du moment qu'on a identifié ces solutions, on est parti sur une analyse du cycle de vie. Je vais vous expliquer un petit peu par la suite pour ceux qui ne connaissent pas trop les termes. Donc, une analyse environnementale des solutions identifiées. J'essaie d'ajouter en même temps des personnes. Donc, ici, donc, on va venir réaliser ces analyses environnementales des différentes solutions technologiques innovantes basées sur la biotechnologie. Donc, vraiment, en essayant de trouver des solutions pour remplacer les plastiques pétrosourcés, en essayant de trouver des solutions pour les traitements de fin de vie, qui aujourd'hui, c'est une des problématiques majeures qu'on a. Et aussi faire un état de l'art. J'essaie d'ajouter de faire un état de l'art, des méthodologies dans les contextes des solutions de gestion des déchets. Donc, on a aujourd'hui un cadre réglementaire pour la réalisation des analyses environnementales. Et on a essayé, dans le cadre de notre projet, d'aller un petit peu au-delà pour essayer de trouver aussi des, des paramètres qui vont nous permettre de comparer avec des solutions biosourcées avec des solutions pétrosourcées un peu plus de façon un peu plus cohérente, on peut dire. Ensuite, on a aussi les aspects socio-économiques et de gouvernance. Donc, on va évaluer la performance socio-économique et gouvernance des solutions biosourcées et réaliser une étude de faisabilité pour les solutions proposées en DRC et Soudan du Sud. Donc, ça, c'est des actions qui sont en cours. Il y a un work package qui est dédié à cette partie socio-économique et faisabilité. Donc, work package 6, et nous allons
envoyer donc les rapports de cette partie-là début de l'année 2026. Euh, donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rester connecté dans le projet. Et pour la suite, donc l'établissement des lignes directrices et des recommandations. Donc, le but, c'est vraiment d'élaborer un ensemble de lignes, des recommandations, que ce soit au niveau des décideurs politiques, mais aussi aux acteurs de la bioéconomie, des praticiens de l'aide humanitaire et aussi de la communauté scientifique. Parce qu'on a plusieurs niveaux d'études donc, dans le cadre du projet européen. Donc, on a des parties plus spécifiques à CV, donc analyse environnementale. Il y a des parties plus dédiées donc, à la simplification de l'information pour accès aux décideurs politiques et aussi, bien sûr, la partie principale, tout ce qui est aide pour l'implémentation aux aides humanitaires. Donc, pour avoir un peu des cadres, définition de l'analyse du cycle de vie. Donc, l'analyse du cycle de vie aujourd'hui, c'est une analyse environnementale, donc qui a une méthode qui est normalisée. Il y a des normes ISO qui permettent de stipuler ces cadres et qui va permettre de réaliser un bilan environnemental qui utilise plusieurs critères environnementaux. Donc, je pense que vous avez déjà entendu le réchauffement climatique, mais il y a aussi d'autres critères comme l'utilisation de l'eau, comme l'utilisation des terres. Il y a aussi, par exemple, on a intégré dans le cadre de notre analyse les impacts des plastiques dans l'environnement. Donc, c'est parce qu'on sait que la dégradation de plastique, c'est un problème majeur. Donc, on a intégré cet indicateur aussi dans notre analyse environnementale. Et c'est une analyse qui est multi-étape. Donc, on ne va pas seulement analyser la fin de vie, par exemple, la problématique euh, dans pardon, dans les milieux où on a les déchets, mais aussi la production de cette matière au départ et la transformation de cette matière, l'approvisionnement, donc où est-ce qu'elle est fabriquée, elle va être approvisionnée de quelle façon au centre des aides humanitaires pour ensuite être livrée aux bénéficiaires. Donc tout cela est pris en compte. Et le but, c'est vraiment de connaître donc, et pouvoir comparer les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, l'extraction des matières premières, la transformation, la logistique, donc la livraison, l'utilisation et la fin de vie. Et comme c'est possible, bien sûr, le recyclage ou la réutilisation des matières. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. euh, Vous pouvez poser vos questions directement, levez la main. On va essayer de suivre au fur et à mesure. Donc ici, on a essayé d'illustrer un petit peu les cycles de vie, au moins pour nous, des aides humanitaires. Après, n'hésitez pas aussi si vous voyez d'autres choses apparaître. Donc, on sait qu'on a donc les matières premières qui sont utilisées, par exemple, pour les produits mêmes, mais aussi on a les matières premières pour l'emballage. Et des fois, ces matières premières, elles ne sont pas forcément produites au même endroit où elles sont transformées. Et même les emballages non plus, elles ne sont pas produites au même endroit. Donc, il y a déjà une problématique de logistique dès le départ. Ensuite, on a l'assemblage du produit avec son emballage qui est donc livré aux bénéficiaires qui vont l'utiliser et qui peuvent eux-mêmes par la suite avoir du réemploi. On peut aussi partir sur, par exemple, de la collecte de déchets qui est, entre guillemets, un peu la problématique majeure que nous, on avait identifiée dans les aides humanitaires, qui va avoir un enfouissement ou un décharge à ciel ouvert. On peut aussi considérer des fins de vie, des traitements de fin de vie comme l'incinération, les compostages ou même les recyclages qui va nous permettre donc de réavoir des matières premières pour partir sur un procédé de transformation. Donc, ces étapes, elles ont une problématique plutôt de logistique parce qu'on a des productions dans divers endroits différents et une problématique aussi de fin de vie qui est très dépendant de la matière première qu'on va choisir dès le départ.
Parce que, par exemple, quand on va parler de plastique pétrosourcé, la plupart pourra être vu comme un décharge à ciel ouvert aujourd'hui, qui aurait un impact sur l'environnement, sur les la partie marine, par exemple, les microplastiques, etc., la dégradation de ces plastiques. Tandis que si on regarde des matières qui sont biosourcées, on aurait moins d'impact là-dessus, sur la décharge, mais on pourrait aussi prévoir une sorte de compostage de cette matière à la fin de vie qui va permettre, en plus de ne pas avoir un impact sur l'environnement en microplastique, on pourrait avoir aussi des bénéfices liés à la production, par exemple, de fertilisants ou même d'autres, de biogaz, par exemple, en dépendant de type de fin de vie qu'on va pouvoir venir implémenter dans le cadre de cette matière. Je vous laisse du coup la parole à Perrine pour continuer la présentation. Donc, on va commencer par vous présenter le PLA. Donc, le PLA, c'est de l'acide polylactique. Bon, en fait, c'est juste un plastique qui est biosourcé. Il est biosourcé et basé à base de... Il est produit à base de maïs ou de canne à sucre ou bien de déchets organiques. Et en fait, on va prendre l'amidon de cette matière organique qui va être transformée à travers un long process pour au final obtenir un plastique comme les packaging qu'on peut retrouver actuellement. Donc en fait, cette, ce PLA peut avoir des sources biotiques et des sources organiques assez variées. C'est pour ça aujourd'hui que c'est un des plastiques qui est des plastiques biosourcés qui est majoritairement produit sur le marché et qui est présent à travers le monde, car on peut avoir du maïs ou du canne à sucre qui pousse dans des environnements quand même assez différents. Et cette matière, le PLA, a les avantages d'un autre plastique comme le PE ou le PET, qui fait qu'il a une mise en forme assez aisée et on peut le retrouver sous différentes formes. Donc ici, vous pouvez voir que il existe des bouteilles de PLA qui peuvent contenir de l'eau ou différents liquides. On peut avoir des moustiquaires aussi faites à partir de PLA, des sacs pour le stockage de nourriture ou bien du film pour le stockage aussi de nourriture ou d'autres objets. Donc, c'est une des matières qui a été majoritairement soulignée lors du projet Bio for Human parce que plusieurs solutions qui sont actuellement présentes sur le marché sont à base de cette matière. L'avantage de cette matière aussi dans la thématique de la gestion des déchets, c'est que il est compostable à un compost industriel. Alors ça, c'est important de notifier que le PLA, malheureusement, il n'est pas compostable dans n'importe quelle condition. Donc, il ne va pas forcément très bien se dégrader si on le laisse dans la nature sans gestion. Cependant, on peut le mettre en compost industriel. Et il y a eu des cas de compost industriel en fait qui demandent quand même une maintenance assez faible, parce qu'en fait, grâce au fait d'avoir des piles de déchets organiques assez importantes, on va pouvoir mettre le PLA dans des conditions de compost industriel. On va avoir une haute température de par la dégradation des matières organiques. On va pouvoir contrôler l'humidité avec une aération des tas de déchets qui va permettre de promouvoir la dégradation de ces plastiques-là. Et puis, grâce aux déchets organiques aussi autres, donc des déchets par exemple de nourriture ou des déchets agricoles, on va avoir une activité microbienne qui va vraiment promouvoir cette dégradation. Donc, ce cas-là, de ce que nous ont dit nos partenaires, donc du coup, cette infrastructure est implémentable et est déjà implémentée dans quelques pays. Donc c'est une solution qui est intéressante. Euh, dans le cadre de notre travail d'analyse de cycle de vie environnemental, ici, je vous ai mis une diapositive peut-être un peu chargée, mais on va y aller ensemble. Donc, en fait, on a évalué, c'était important pour notre étude, de voir quels étaient les impacts environnementaux du PLA.
pour comparer aux plastiques conventionnels, type comme vous pouvez voir tout à droite du graphique, le PET ou le PE qui sont présents dans les bouteilles et dans la plupart des emballages actuellement. Et donc, pour évaluer l'impact du PLA, il était important d'un côté de regarder, ok, de regarder si il y avait des différences d'impact selon si le PLA était produit à partir, par exemple, de maïs ou bien de canne à sucre, ou même si, ou même il nous a paru intéressant de regarder si on pouvait traiter des déchets organiques en produisant du PLA. Donc, en fait, prendre des déchets, par exemple, de nourriture et les traiter de manière à ce qu'on exploite son amidon ou son sucre pour produire cette matière et voir quel impact environnemental cela pourrait avoir. Donc, on peut voir sur les quatre premières colonnes à gauche du graphique que lorsqu'on a du PLA provenant de maïs ou de canne à sucre, nos impacts semblent légèrement inférieurs que si nous produisions du PLA provenant plutôt de déchets organiques ou de déchets organiques ou de déchets de fruits. En effet, quand on utilise une matière qui est jetée, cette matière n'a pas autant de molécules exploitables que de la canne à sucre ou du maïs. Donc, on va avoir un rendement inférieur et donc, du coup, des besoins énergétiques et des besoins de matière largement supérieurs. Donc, c'est une possibilité intéressante, mais d'un point de vue environnemental, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. De l'autre côté, on peut aussi utiliser du PLA qui est recyclé, parce que l'avantage du PLA aussi, c'est qu'il est recyclable. Et donc là, on peut avoir des impacts largement réduits, car on évite les impacts de production de matières vierges et tous les impacts environnementaux dus à l'agriculture, etc. Donc c'est vraiment des possibilités intéressantes. Donc, ce qu'on a conclu de cette analyse-là, c'est que d'un côté, on a des impacts environnementaux qui sont quand même assez importants pour les matériaux biosourcés et on a aussi des impacts environnementaux importants, aussi importants pour les matériaux pétrosourcés. Cependant, leur origine est différente. Pour les biosourcés, les impacts environnementaux vont venir vraiment des activités agricoles des besoins en énergie, donc en chaleur, en électricité pour sécher la matière, pour la mise en forme et puis pour le procédé de transformation de la matière, et aussi l'utilisation de quelques produits chimiques qui ont un impact important sur l'environnement. Ensuite, si on regarde plutôt d'un côté des pétrosourcés, dans notre analyse, là, on voit qu'en fait, la majorité des impacts de ces matériaux d'origine fossile, c'est justement l'utilisation de ressources fossiles et l'utilisation aussi d'énergie, chaleur, électricité pour les procédés de transformation. L'avantage, en effet, des matériaux biosourcés, c'est de s'éloigner euh, de la dépendance aux ressources fossiles. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, ensuite, j'aimerais mettre un point sur des indicateurs supplémentaires, donc des autres indicateurs environnementaux que ce qui a été présenté précédemment. On a essayé de regarder quelle est la différence des effets des microplastiques sur les écosystèmes si on est plutôt en matériaux biosourcés ou en matériaux qui reposent sur les ressources fossiles. Donc, en fait, les matériaux qui ont été sélectionnés sont biodégradables. Donc, normalement, leur effet en fin de vie, et ils vont pas se dégrader en microplastiques comme le feraient des matériaux pétrosourcés. Et ces microplastiques, ils ont un effet, ils ont, ils ont un effet sur l'environnement parce que non seulement lorsque les plastiques vont se retrouver dans la nature, ils vont recouvrir certaines surfaces qui va venir, entre guillemets, étouffer des surfaces et limiter le développement de certaines plantes, par exemple. Ensuite, le transport de plastique et microplastiques, ça va induire un transport de bactéries parce qu'en fait, ces plastiques qui vont servir de niche pour beaucoup de microbes, etc. Donc, ça peut répandre des maladies dans une certaine dimension ou répandre des composants polluants.
Et cet effet-là des microplastiques va dépendre de la taille, de la forme et de la vitesse de dégradation des plastiques et aussi à quel point ils sédimentent vite dans la nature pour voir s'ils se répandent plus ou moins dans la nature. Donc en fait, l'avantage vraiment d'avoir ces matériaux biosourcés et biodégradables, c'est qu'en fin de vie, ils vont se dégrader naturellement et ils ne vont pas relâcher de microplastiques dans l'environnement s'ils sont bien compostés dans le cas du PLA. Après, on a aussi des matériaux qui sont biodégradables dans n'importe quelle condition, auquel cas il n'y a aucun risque de répandre des microplastiques. Donc ça, c'est un des points importants de notre projet. Et sinon, on a regardé aussi le contenu en carbone biogénique. Donc, en fait, ici, c'est l'idée que une matière qui est faite à base de plantes, la plante à partir de laquelle le plastique est composé, a absorbé lors de sa vie, a absorbé du carbone qui était sous forme de CO2 par photosynthèse. Donc, du coup, sa matière, les composants carbone qui sont dans sa propre matière, proviennent de CO2 qui a été absorbé et puis, entre guillemets, transformé en sucre donc, dans le composant de la plante et rejeté aussi du dioxygène. Donc, on a un espèce de stockage de CO2 temporaire lorsqu'on utilise des matériaux biosourcés. Euh, Est-ce que c'est à peu près clair? Est-ce que vous avez des questions Ouais. Je vois que Serge il pose une question par rapport à l'utilisation des PLA qui lui semble contraignant à ces stades suite au type de compostage qui est proposé, qui est de la biodégradation naturelle. Donc avec ça, nous avons aussi discuté fortement avec un des partenaires du projet qui est spécialisé dans les fonds de vie. Qui nous a assuré l'implémentation de ce type de compostage industriel ne représente pas un investissement trop important. C'est ça on avait discuté avec eux. Et si vous voulez, par la suite, on peut aussi vous envoyer, Serge, des informations là-dessus parce que c'est eux vraiment qui sont les spécialistes dans cette partie-là. Mais c'est ça qui a été revenu vers nous par rapport à ce compostage industriel, dit industriel, donc du PLA. Et comme Perrine l'avait souligné aussi tout à l'heure, les PLA, c'est pas les seules c'est pas les seules matières biosourcées qui peuvent être utilisées en tant que solution pour certaines, plutôt pour certains emballages ou même des produits. Euh, mais c'est celle qui est la plus développée au niveau de la bioéconomie aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on l'a étudiée en profondeur. Mais effectivement, on a d'autres matières qui peuvent être sources, comme on a les cas de l'amidon, qui est aussi une des sources qui peuvent être utilisées dans des emballages, par exemple, et qui sont, elles, biodégradables sans forcément besoin de compostage industriel. Donc, voilà. Donc, juste pour... après, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Serge, de prendre la parole aussi. Je vous en prie. Euh, je- non, je pense que c'est Jean-Paul qui a un petit souci de connexion, D'accord. mais nous allons tout enregistrer et on pourra vous partager par la suite. Il n'y a pas de souci. Oui. Hum, Donc ensuite, ce qui nous a paru important et ce qu'on a relevé durant notre étude, c'était aussi l'influence du mix énergétique. Comme on a pu voir avant, on voit que la consommation d'énergie est une source d'impact importante dans l'impact au final de la production du PLA, mais aussi c'était pas représenté aussi, mais par exemple dans les procédés de mise en forme, pour mettre en forme une bouteille par injection, pour mettre en forme un film par extrusion, l'impact principal provient de l'électricité. Et donc selon où est-ce qu'on produit, où est-ce qu'on produit la matière, on va avoir un impact qui est différent. Alors, ici, ce que j'essaie de présenter, c'est qu'on a vu, donc, par exemple, que dans les deux pays sur lesquels le projet Bio for Human se concentrait, donc la RDC et le Soudan du Sud aussi en parallèle,
On a vu qu'il y avait des mix énergétiques qui étaient bien différents, sans prendre en compte les importations ou les productions locales. Donc, du coup, en fait, la RDC a une énergie comme un mix énergétique assez propre, si on peut dire. En effet, d'après l'IEA, on a 99% de l'énergie qui vient de... ah, je ne retrouve plus le nom. Hydroélectrique. 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 Et à l'opposé, au Soudan du Sud, on va plutôt avoir une énergie qui est produite à base de diesel. Donc en fait, les impacts environnementaux de l'électricité vont être bien différentes. Donc par exemple, si dans l'hypothèse où par exemple une production de PLA serait faite en DRC, ça peut être très très intéressant parce que l'électricité en RDC est très propre. Ça sera même les impacts seront inférieurs à ce que je vous ai présenté avant. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Aussi, dans des solutions qu'on présente dans ce projet, on a l'utilisation aussi de chaleur. Donc, quand on regarde en RDC, ce qui est super, c'est qu'on a seulement 4,1% de la production de chaleur qui dépend de la combustion d'huile et 95,9% provient de biogaz, donc de matière organique qui est brûlée. Donc ça, c'est vraiment un moyen aussi de traiter les déchets, c'est vraiment un moyen d'utiliser la fin de vie et l'énergie qui en ressort. Donc c'est quelque chose qui permet aussi d'avoir des impacts environnementaux assez bas en utilisant la chaleur. Donc, ce qui est à retenir aussi, c'est que aussi dans le choix, par exemple, de matières biosourcées, même en dehors de RDC ou Soudan du Sud, c'est regarder peut-être aussi selon le pays de production, on va avoir un mix énergétique différent, ce qui fait que la matière qu'on va approvisionner va avoir un impact environnemental plus ou moins grand. Donc c'est aussi une façon d'aborder les problématiques environnementales dans l'approvisionnement. Ensuite, on peut aller en précision sur le PLA. Alors, en fait, donc, comme vous avez vu auparavant, on a regardé différentes sources de PLA et on va avoir en fait des process qui vont différer un peu d'une ressource à une autre. Donc, ici, on vous présente sur la deuxième colonne les catégories d'impact où l'impact de production va être important. Donc, par exemple, sur le PLA produit à base de maïs, le principal impact qu'aura ce PLA sur l'environnement va être sur le changement climatique. Mais on va voir aussi qu'on va avoir beaucoup d'utilisation de ressources fossiles dues à l'utilisation d'énergie. On va avoir une émission de particules nocives dans l'environnement, une consommation d'eau qui va être importante suite aux activités agricoles, l'acidification des terres, etc. Donc, on va avoir pour tous ces PLA des impacts environnementaux assez différents mais important tout de même. Mais ce qui est important, je pense, pour vous, c'est de retenir bah, à quoi est dû cet impact environnemental. Donc, pour le maïs, c'est la phase de production du maïs, donc l'activité agricole qui va avoir un impact, la production d'énergie. On va avoir à peu près le même schéma pour la canne à sucre avec aussi l'utilisation d'acide sulfurique, par exemple, qui va avoir un impact important. Et puis, si par exemple on regarde pour la production à partir de déchets de fruits de PLA, ce qui est un cas assez particulier, et ben en fait, on va voir que le compostage qui va suivre cette manipulation, cette production, le compostage des déchets va avoir un impact important. On va avoir de nouveau aussi l'impact de l'électricité, etc. Et donc, vous pouvez trouver tout à droite quelques recommandations lorsque vous pouvez choisir un PLA. Alors, euh, en général, je pense que dans l'approvisionnement du PLA, il est difficile de savoir vraiment est-ce que mon PLA provient de maïs, est-ce que mon PLA provient de canne à sucre. Après, cela dépend aussi de la relation avec vos fournisseurs et à quel point il y a du partage d'infos. Mais vous pouvez aussi garder en tête pour vous, bah voilà, il y a
telles choses à laquelle il faut qu'on fasse attention et qui peuvent être prioritaires dans notre choix. Donc, ça peut être aussi un outil d'aide à la décision dans l'approvisionnement de matières biosourcées. Euh, donc, euh, par exemple aussi, si vous, dans un cas concret, donc si on veut produire du PLA à partir de déchets organiques, ben, en fait, la qualité des biodéchets peut avoir un impact important sur l'impact environnemental. Si on voit que nos biodéchets, ils ont une teneur en amidon ou en sucre assez faible, le rendement va être faible et en fait, on va mettre en place toute une chaîne de valeur, etc pour une faible production à partir de ces déchets organiques, donc ça peut être moins intéressant. Aussi, par exemple, étant donné que les déchets organiques doivent être approvisionnés localement, il faudra privilégier de produire du PLA localement dans des pays où le mix énergétique est plus faible, donc comme en RDC pour vous. Donc ça peut être vraiment une option intéressante. Euh, Ensuite, je vous propose de passer à un cas d'étude. Si vous avez des questions entre-temps sur le PLA, n'hésitez pas parce que bah, on a couvert pas mal de sujets, donc il n'y a pas de questions. Il y a plusieurs commentaires sur le fait que le sujet est très important, mais le défi reste la lutte pour le respect des normes environnementaux et la réponse des proximités des dégâts environnementaux. Donc, je pense que ça, la partie fin de vie, donc des dégâts environnementaux, ça, c'est quelque chose qu'on essaie on y discute beaucoup sur les projets Bio4Human. Et c'est quelque chose aussi qu'on essaye de montrer, qu'en fait, la comparaison avec les pétrosourcés, des fois, c'est pas forcément les biosourcés qui est les meilleurs du point de vue cycle de vie, mais c'est les biosourcés qui ramènent les moins d'impact en fin de vie. Et c'est ce qu'on veut aussi mettre en valeur dans le cadre de ces projets. Oui, bah, s'il vous plaît, si vous voulez, Vous avez une question? vous voulez complémenter, allez-y. Il y en a deux personnes qui ont levé la main. Alors, bien fait, Jade. Bah, Laurent, du coup, Ah oui. Merci pour la parole. Ok. C'est bien fait ici, Nabazir, de l'organisation Jeunesse Active pour le développement. En fait, comme je venais de commenter, ce sujet est très important, mais le défi reste la lutte pour le respect des normes environnementaux et la réponse des proximités des degrés environnementaux. Au niveau de l'impact environnemental ici chez nous, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, il y a des dégâts énormes liés au dysfonctionnement environnemental au niveau d'abord de ménages. Les fortes des pluies conduisent à la destruction des abris, surtout dans les zones urbaines. Et et la destruction de cultures au niveau de villages. Et donc, le non-respect des normes environnementaux, également dans les carrés miniers, amène les taux de mortalité de personnes. C'est sous forme d'une question, mais aussi interpellation que, comme organisation à base communautaire, organisation locale qui intervient dans différents ménages dans les zones urbaines et rurales dans la province d'ici Kivu, vraiment, c'est très important qu'on puisse multiplier les efforts pour que l'on puisse, à la première phase, qu'on puisse vraiment avoir la sensibilisation de tous les partenaires, comme vous venez de le faire, être formés en ça, et que la communauté puisse en bénéficier et prendre des précautions. Merci beaucoup. Merci à vous. Je pense que ça, c'est une des parties aussi importantes de notre projet, c'est la sensibilisation et les transferts d'informations. Bien sûr, on fait à notre échelle, euh, mais c'est quelque chose que je pense qu'on essaye de mettre en valeur aussi dans le cadre du projet.
Et on peut aussi essayer d'intégrer un peu plus dans les livrables la partie dissémination et voir comment les aides humanitaires ils pourraient par la suite aussi euh, euh, comment dire, diffuser cette sensibilisation qu'on est en train d'essayer de prévoir dans le cadre du projet. Mhm. Et aussi, dans le cadre de gestion des déchets, dans le projet, il y a des solutions donc, de fin de vie autres que le compost qui sont évaluées et donc qui peuvent introduire une autre manière de gérer les déchets. Et donc, peut-être commencer aussi par, on va dire, le local au sein des camps humanitaires, malgré toutes les contraintes locales, environnementales aussi. Et donc, c'est une notion qu'on essaye de travailler dans le projet, d'introduire une façon de gérer les déchets, on va dire, autre. Mais en effet, oui, cette dimension de communication et de dissémination des résultats est très importante pour la sensibilisation. Essayer de le prendre en compte. Euh, je pense qu'il y a Laurent aussi qui a levé la main. Et merci, Madame Perrine, pour la parole. C'est Laurent Balagizi et je suis de l'ASBEL Renaissance africaine au site Kivu, en RDC. Comme le disait mon collègue, un problème de sensibilisation communautaire se pose. C'est un gap, c'est un grand défi. Et que, par exemple, au site Kivu, nous avons 8 territoires. Tous ces territoires ont des problèmes environnementaux. Donc, je voulais lancer vraiment un plaidoyer que ce projet puisse quand même aussi accompagner les organisations à base communautaire, c'est-à-dire nous, associations locales, nous avons besoin que les ONG, par exemple, comme PIN, au Sud Kivu, qui ont gagné ces projets ou qui sont dans ces projets, que nous accompagnent aussi, par exemple, dans le territoire de Kabare, territoire de Walungu, territoire je vais dire de Calais. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de contraintes sécuritaires pour maintenant cette situation où la crise pénalise beaucoup plus l'environnement. Et mon collègue avait cité la destruction des abris, il y a un problème, ainsi de suite. Or, chez nous, il y a des ressources naturelles qu'on ne sait pas exploiter. Vous avez parlé de canne à sucre, vous avez parlé, je ne sais pas, de maïs, et tout ça, ça peut nous aider à faire quelque chose à base communautaire, c'est-à-dire nous formulons la demande d'accompagnement de ces ONG locales au niveau de la province du Sud Kivu. Merci. Merci Laurent. Du coup, effectivement, là, on va discuter un peu plus avec PIN pour voir comment on pourrait passer plus d'informations et avoir plus de sensibilisation. Comme je vous ai dit, on fait aussi à notre échelle, mais voir comment on pourrait augmenter. L'accompagnement. Ouais. Et Julien, par exemple, dans la réunion de PIN, est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter sur le sujet? Est-ce qu'il est bien là, Julien? Oui, il est là. Julien? Ah oui. Ah oui. Bonjour, chers collègues et chers partenaires. Il est un peu bas les sons, Julien, je ne sais pas On si... vous entend pas très bien, je ne sais pas si c'est juste nous. Ah non, peut-être c'est un problème de connexion, vu que je Ah, me c'est bon, trouve c'est actuellement tout. au terrain. D'accord. Mais je vais... peut-être que c'est un problème de connexion, vu que je me trouve actuellement sur terrain. Euh, pour l'instant, j'ai eu des présentations sur différents produits dans différents clusters, mais il y a d'autres clusters où nous n'avons pas encore eu d'espace pour présenter le projet. En fait, c'est un projet de recherche, pour préciser. Peut-être que notre collègue
n'étaient pas au courant, mais je précise que c'est plutôt un projet de recherche euh, qui vise à identifier les solutions biosourcées dans le cadre, pour réduire ces types de déchets dans le cadre, dans le contexte humanitaire. Et de mon côté, j'avais plutôt une question, une préoccupation adressée à Perrine. Mhm. Euh, je me demandais dans la fin de vie, vu que la question que j'avais au début a déjà été répondue, c'était sur l'analyse des cycles de vie en comparant les deux types de matériaux biosourcés et pétrosourcés. C'était plutôt la fin de vie des matériaux biosourcés avec le compostage Mhm. industriel. Est-ce que il n'y a pas euh, cela, disons, va réduire les déchets, donc des quantités de déchets, mais est-ce que les émissions lors de ce compostage ont été considérées également, les émissions de dioxyde de carbone et méthane dans l'étude? Oui, en effet, elles sont considérées. On se base sur une norme de bâtiment, enfin, ça se base sur le modèle de dégradation du bois, donc c'est pas exact, mais on considère bien que oui, lors du compost, on va avoir des émissions de carbone sous forme de CO2 ou bien sous forme de méthane qui vont avoir un impact sur le changement climatique. Et je pense que ça fait une transition parfaite pour que je puisse continuer sur le cas d'étude, où là, on va voir que en fin de vie, on va avoir des impacts majoritairement sur le changement climatique avec ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, donc justement, dans le cas d'étude, donc on va présenter ces sachets pour nourriture thérapeutique qui ont été identifiés. Donc, c'est des sachets métallisés qui vous permettent de faire une barrière contre l'humidité, la lumière du soleil et l'oxygène. Et ces produits-là, qui sont donc biosourcés et biodégradables, répondent aux mêmes contraintes de stockage que des produits pétrosourcés équivalents. Et donc ici, en fait, justement, on voit que à gauche, on a le cas de référence basé sur les ressources fossiles, où on a les différentes couches de l'emballage qui vont avoir plus ou moins d'émissions, et aussi les procédés de mise en forme. Et on voit dans le cas de référence que une grande partie des impacts vient de la fin de vie, donc par en partie enfouissement, mais aussi par euh, dans les décharges à ciel ouvert, etc., qui vont avoir des émissions importantes. Et puis, en parallèle, on a la solution biosourcée qui a été identifiée, où là, on va avoir donc des impacts aussi importants dans la phase de production, même plus importants que par le pétrosourcé. Mais on va voir qu'en fin de vie, par compost, on va avoir des impacts bien moins grands. Et en fait, du coup, ces impacts de fin de vie par compost représentent en effet en majorité des impacts sur le changement climatique de par l'émission de dioxyde de carbone et de méthane lors de la décomposition des sachets dans l'environnement. Donc c'est ça qui est intéressant. Et vous pouvez bien voir ici que dans l'image globale, on va avoir des impacts environnementaux totaux, on va dire équivalents, mais c'est vraiment en fin de vie qu'on va avoir une diminution des impacts. Donc on a peut-être plus d'impacts en production, on en aura moins en fin de vie et ça sera moins d'impacts environnementaux locaux. Donc Ouais. c'est ça qui est assez intéressant. Et peut-être quelque chose à ajouter, sachant qu'aujourd'hui, la bioéconomie, donc le secteur de biosourcés, il n'est pas encore si développé qu'il est pétrosourcé. Donc l'idée, c'est que normalement, par la suite, on réussisse à avoir un impact des productions de ces sachets compostables qui va venir à réduire. Donc on va garder la fin de vie qui est basse, donc qui est vis-à-vis la fin de vie du pétrosourcé, mais on va essayer d'aller dans une éco-conception de produits biosourcés, donc réduire l'impact de la production de ces produits. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Voilà, je te laisse continuer. Euh,
Donc voici. Donc pour Je pense qu'il y a une question, peut-être pour revenir en arrière. hop, Alors, je vais voir c'est qui. pardon. Il y a, alors, Honoré. Oui, allez-y. Madame Thierry, Oui. si Honoré, il Honoré de la part de la jeunesse active pour le développement, j'avais quelques différentes questions. Je suis d'abord technicien en eau, hygiène, assainissement, hausse de formation. Alors, je voulais avoir des certitudes sur certains éléments. Je voulais savoir comment s'assurer de la disponibilité locale de ces matériaux dans les zones d'intervention. Alors, je suis pas sûre Comment d'avoir s'assurer tout. de la disponibilité. Je suis pas sûre d'avoir tout bien entendu. Vous parlez de la disponibilité du PLA, c'est bien ça? Oui, comment s'assurer de la disponibilité locale de ces matériaux dans les zones d'intervention. Ouais, en fait, les sons est un peu coupé. En fait, je ne sais pas si c'est un problème de connexion. Est-ce que peut-être vous pouvez écrire votre Oui, votre question. Comme ça, on pourra. Comme ça. Si c'est possible, oui. Si vous pouvez mettre votre question dans le chat pour qu'on puisse la lire, parce qu'on vous entend. Le son est très Coupé. très coupé. C'est très coupé. Pardon. Entre-temps, peut-être la question de Julien. Entre-temps. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, c'est Maël et Julien de l'ONG PEDI qui œuvre au site Kivu et dans le Nord Kivu en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la logistique humanitaire avec des projets d'entreposage. En fait, ma question résidait au niveau de savoir s'il existerait les meilleures pratiques pour contrôler et réduire les émissions, donc dans lors de la compostage, dont notamment le méthane, ammoniac et les odeurs, des déchets biodégradables, en particulier surtout dans un contexte humanitaire où les infrastructures sont limitées. Donc, les standards ou les techniques qui peuvent nécessairement être tellement pratiques à faible coût pour juste préserver également aussi l'écosystème. Merci beaucoup. Je pense que ça, ce serait peut-être aussi les sujets de notre prochain webinaire sur les technologies de fin de vie. On prévoit aussi de réaliser un webinaire euh, dans les semaines à venir. Il faut qu'on regarde aussi avec Julien pour les disponibilités. Mais effectivement, on a quelques technologies de fin de vie qui ont été analysées dans le cadre du projet Bio for Human et qu'on sera aussi ravis de partager avec vous lors d'un prochain webinaire. Et oui, et donc en effet, nous, on n'a pas cette connaissance-là, donc j'irai pas trop en détail pour pas vous dire de bêtises. Mais, mais en effet, il y a des solutions de compost, on va dire, plus faible échelle pour contrôler un peu mieux la température ou l'apport en oxygène, etc., par des systèmes de bâche, par exemple, ou par se mettre à l'ombre ou plutôt au soleil. Mais voilà, là, comme ça, je pourrais pas vous dire avec certitude la technique idéale, on va dire, mais ce sera le sujet du prochain webinaire aussi. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Donc, j'ai pas reçu de questions directement dans la conversation. Par Honoré, je sais pas. Oui, je sais pas si Honoré il a réussi à. Je les vois peu dans les. Ah si, là. Il est là, oui. Oui. Ah, voilà. Hop. Quels sont les matériaux biosourcés les plus adaptés au contexte humanitaire en Afrique centrale et quelles sont les contraintes majeures rencontrées dans l'intégration des matériaux de terrain humanitaire? Existe-t-il des exemples concrets où l'utilisation de ces matériaux a permis une réduction significative des émissions de CO2, sont-ils résistants aux conditions climatiques extrêmes?
Quelle est la durée de vie moyenne d'une infrastructure construite avec? Comment assurer de la disponibilité locale de ces matériaux, zone d'intervention? Alors, il y a beaucoup de questions, là, mais on a essayé de répondre un par un dans les livrables. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y a des solutions qui sont applicables et plutôt euh, euh, d'une façon comparative mieux environnementalement pour être appliquées dans certaines conditions. Et il y a d'autres qui sont un peu moins bien. Donc, il faut toujours avoir un point de vue global et voir en fait quels sont les meilleurs matériaux. Ça dépend de substituer quoi. Quelles sont les contraintes de cette application-là? Est-ce que on a moyen de produire local, donc on va venir proposer une production locale, mais est-ce que la transformation de cette matière, par exemple, elle est d'un niveau technologique plus élevé, donc il faut beaucoup d'infrastructures. Donc on va pas proposer de construire une usine de fabrication, donc on va plutôt proposer de l'approvisionnement donc d'autres pays. Donc tout ça, on a essayé de, de mettre en lumière dans le cadre de notre livrable. Mais effectivement, il y a pas de solution miracle qui va répondre à tous vos besoins dans n'importe quelle application. Il y a des matériaux, par exemple, qui ne résistent pas à ces conditions climatiques extrêmes que vous posez la question. Il y en a d'autres qui résistent. Il y a des matières qui vont venir substituer des matières pour les emballages où on a un besoin de durée de vie qui est très faible. C'est juste vraiment de durée de vie pour acheminer et contenir ces produits. Donc, on n'a pas besoin d'une extension de durée de vie. Euh, et il y en a d'autres, par exemple, qui vont venir substituer les produits eux-mêmes. Donc, par exemple, des jerrycans, des emballages pour contenir contenant de l'eau. Et là, en fait, on va venir travailler. En fait, est-ce qu'il y en a une durée de vie qui est similaire ou est-ce qu'on a une durée de vie qui est moindre? Donc, dans ce cas-là, on va venir avoir besoin de plus, donc des quantités matières pour remplacer. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'analyser dans les livrables. Mais malheureusement, je n'ai pas une seule réponse à vous donner. Ça dépend vraiment de toutes ces questions-là et on essaye d'intégrer ça dans notre analyse. Et je viens de voir aussi aux déchets biomédicaux. Alors, des biomédicaux, donc on a le projet européen Bio for Human, il est dans un cadre européen qui a été une demande d'Europe où on a eu deux projets qui ont été financés. Il y a Bio for Human et WORM. Et WORM, il est plus dédié à tout ce qui est biomédical, donc des déchets médicaux. Donc nous, dans Bio for Human, on ne traite pas ces déchets-là. Mais si vous êtes intéressé, on peut aussi vous partager les sites et leurs livrables, ils sont aussi disponibles et vous pouvez avoir des contacts. Voilà. Je passe la parole à Perrine pour conclure ce webinaire. Pour conclure, donc du coup, donc en effet, donc Buffer Human s'était posé la question quels étaient l'impact environnemental des déchets provenant des aides humanitaires sur les populations locales, etc. Et donc, grâce à notre analyse de cycle de vie, on a pu repérer notamment que les solutions biosourcées qui ont été identifiées, elles ne représentaient pas toujours un gain global en termes d'impact environnementaux quand on prenait de la production à la fin de vie, mais en se concentrant seulement sur la fin de vie, on peut voir qu'elles réduisent considérablement les impacts car on va éviter la dispersion des plastiques dans l'environnement. Et car enfin oui, c'est principalement ça en fait. Et donc on va éviter la propagation des microplastiques et la population des territoires. Donc ce qui est super, on va dire, dans ce webinaire, c'est qu'en effet, merci pour vos interactions et pour vos remarques.
On va essayer de prendre un maximum en compte dans la suite du projet pour rendre ces résultats d'autant plus applicables pour vos situations. Et puis, je pense que je vais laisser la parole aussi à Julien si vous avez une... Il y a Serge aussi qui a levé la main, peut-être une Ah oui. dernière question. Oui, merci. Avant les questions, vous vouliez parler quand même de la gestion de sachets de Plampinat. Et donc, j'étais très intéressé et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui m'a échappé. Puisque j'interviens dans ce secteur, donc c'est un sujet qui m'intéresse. La gestion des sachets de... Pardon, je n'ai pas entendu bien. Juste la dia précédente, vous vouliez Ah oui. parler de la gestion des sachets. Oui, oui. D'accord. Non, oui, oui, voilà. Ici, j'avais des questions puisque c'est une question c'est un sujet qui m'intéresse énormément. D'accord. Effectivement, nous, comme gestionnaires de projets, nous sommes impliqués. Mais la question, c'est déjà en amont, au niveau de la production de ces sachets. Mais je pense que l'idéal serait surtout de travailler sur la production des sachets et d'arriver à des sachets biodégradables. Ce qui est sûr, nous aussi, à l'extrémité, je veux dire, nous devons travailler avec les communautés, comment mieux gérer. Et donc, quelles seraient les interventions du projet par rapport aux producteurs de ces sachets? Alors, nous, dans le cadre du projet, on peut que proposer. On a préféré dans un cadre de livrable pour l'analyse du cycle de vie, on a enlevé les marques, les brandings, parce que ça pourrait nous créer aussi des soucis par la suite, vu qu'on a eu très de difficultés pour obtenir des données spécifiques pour cette modélisation. Euh, mais je pense qu'avec peut-être PIN, vous pouvez essayer de récupérer les marques qui produisent donc ces sachets pour essayer de discuter avec eux directement s'ils sont aptes à vous fournir ces emballages-là. L'idée, c'est plus de changer de fournisseur plutôt que... Enfin, en tout cas, c'est l'approche qu'on a eue dans le projet-là, de repérer d'autres fournisseurs qui proposent des solutions, on va dire, biosourcées, biodégradables et qui seraient une alternative à ce que vous avez aujourd'hui, où là, c'est basé sur des ressources fossiles. Mais je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Oui, oui, ça va, ça va. Mais comme je le dis, peut-être comme un aspect du projet serait de donner des recommandations au niveau des lignes directrices, peut-être que ça pourrait intervenir aussi à ce niveau-là. Oui, oui, très bien, super. Merci beaucoup. Je vois une autre main levée de Julien aussi, mais c'est pas les Julien Pin, d'accord? Donc, Julien, Oui, c'est Julien de Pile, mais c'est un autre Julien. Ah Oui. oui, ok, pardon. Bonjour à tous et à toutes. Oui, c'est Julien Despines et non Julien Logara qui est là. C'est l'autre Julien Chiza. Là, oui, je suis le chef de projet au niveau de l'Emera et au plateau de Vira au Sud Kivu. Alors là, j'aimerais peut-être intervenir un peu à l'intervention de Serge qui a parlé, qui a posé la question sur les sachets de Plampinat. Et moi, je pense que pour y arriver, il serait d'abord mieux d'identifier les producteurs de Plampinat qui utilisent ces sachets parce que là, on saurait quand même les aborder si nous avons toute l'identification de ces producteurs de ces Plampinats. Mais au niveau local, au niveau terrain, il y a déjà une organisation qui s'est faite parce que ce sont les mamans, les accompagnants des enfants avec malnutrition qui gèrent ces sachets au niveau des ménages. Et une fois ces mamans vont se rendre au centre de santé pour le rendez-vous, elles amènent toujours les sachets vides qu'on garde au niveau du centre de santé.
c'est par là où il y a une autre question en termes de gestion de ces sachets au niveau du centre de santé. Parce qu'une fois au centre de santé, bon, comme les projets, c'est un projet de recherche, habituellement, les gens, disons, les huissiers du centre de santé brûlaient ces sachets dans les incinérateurs. Et donc, là, il serait maintenant idéal de voir une autre manière de gérer ces sachets au niveau du centre de santé. Bien sûr, de renforcer également cette sensibilisation à tous les bénéficiaires de ces plans PINAT pour que même un sachet ne puisse pas rester à la maison. Voilà un peu ce que j'avais à placer par rapport à la gestion de ces des sachets de plans PINAT et à tous les niveaux. Merci. Merci beaucoup, pour cette Julien. remarque. Du coup, je laisse oui, Julien aussi intervenir. D'accord, merci beaucoup et merci à tous les partenaires et participants pour avoir disposé de leur temps pour joindre ce webinaire. Merci à Willoop pour son organisation. Ce que j'allais ajouter comme petite réponse aux multiples questions, merci d'ailleurs pour ces questions, multiples questions du collègue Honoré, c'est que différents partenaires du projet, de ce projet de recherche, ont différents livrables euh, à la fin du projet. Et de ce fait, nous, en tant que PAH, Polish Humanitarian Action, qui font les mêmes études au Soudan du Sud, nous menons actuellement une étude de faisabilité socio-économique et de gouvernance de ces différents produits biosourcés. Il y a 8 produits et 2 technologies. On a juste illustré quelques produits tels que les bouteilles en PLA, le sachet Plum Peanut, les moustiquaires, les sachets classiques. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore des réponses concrètes à donner à certaines de ces questions, vu que nous sommes en train de mener cette étude de faisabilité, que nous avions commencé par Bukavu. Maintenant, je suis sur terrain, mais également Goma sera figurera également dans l'étude. Et c'est à la fin de l'étude, la plupart de ces questions sont d'une manière ou d'une autre incluses dans notre questionnaire. Et nous avons pu entrer en contact avec 5 groupes de parties prenantes, notamment nous, acteurs humanitaires, les autorités, euh, les institutions de recherche, le secteur privé, mais aussi la communauté bénéficiaire qui reçoit de l'aide. Je pense qu'à la fin de cette étude, où le rapport est dû au mois de février, nous organiserons également un webinaire ou des webinaires en fonction de ce qui sera prévu pour présenter les résultats de la faisabilité dans notre contexte. Brièvement, je pense que la plupart de ces questions pourront être répondues disons, après cette étude. Mais aussi, j'ai annoncé dans les mails envoyés aux différents clusters qu'il y a 2 autres webinaires qui sont prévus organisés par nos partenaires de Willoop. Et je pense qu'elles ont évoqué brièvement l'organisation de ce webinaire au mois de décembre et probablement janvier ou février. Merci beaucoup. Merci Julien. beaucoup à tous. Nous partagerons les dates dès qu'il est possible pour les prochains webinaires. Donc, je pense que Julien il rentrera en contact avec vous. Donc, au plaisir d'échanger. C'était vraiment un webinaire très intéressant, très riche. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tous. Au revoir et bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci. Merci, Bye, bye, merci, merci. merci, merci. Merci beaucoup pour la réunion. Merci.
Merci, merci beaucoup et au revoir. Et